Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Diagonaliste, le podcast dédié aux diagonales de France, ces randonnées de longue distance à vélo qui traversent l'Hexagone. Je suis Marc Jacquemont et je vous propose d'entrer aujourd'hui dans une nouvelle aventure de diagonaliste. Vous l'avez déjà rencontré, il s'agit de Bernard Loisel, diagonaliste et Paris-Brestien, qui a publié voilà peu un livre sur la longue distance, ultra lucide. Bonjour Bernard, peux-tu une nouvelle fois te présenter? Bonjour Marc, et merci de m'inviter. Donc Bernard Loisel, comme tu as indiqué, j'ai fait pas mal de diagonales, j'ai fait pas mal de voyages en vélo, surtout dans le contexte un petit peu difficile entre guillemets des diagonales et de l'ultra en fait hein, que je redéfinis. Et voilà, donc je suis actuellement en train de présenter mon livre là, effectivement, sur cette synthèse un petit peu de ce que j'ai vécu depuis une trentaine d'années. Comment t'est venue l'idée de l'écriture et dans quel but? Ben, je crois quand même que j'ai toujours un petit peu écrit, hein. C'est un petit peu le propre du diagonaliste, c'est de faire des comptes rendus et d'essayer de digérer ce qui lui est arrivé et aussi de préparer ce qui lui arrivera. Donc, j'ai des archives. Et je me suis dit qu'il fallait les partager un petit peu parce que bon, un jour je disparaîtrai fatalement et puis j'aimerais laisser quelque chose un petit peu comme tout le monde, hein. Voilà, avec en toute humilité, hein, voilà, de pouvoir mettre à plat ce que j'ai compris ou ce que j'ai pas compris sur cette pratique. Voilà, c'est un peu ça, hein. C'est pas un réflexe d'hier, hein. Voilà, j'avais fait quelques recueils de carnets de route déjà avant, voilà. Et là, bon, c'est un petit peu plus sérieux, quoi. Il y a des pages, hein, il y a 400 pages, il y a des photos, et puis j'ai essayé de mettre de l'ordre dans ma tête. Ouais, voilà. Alors, mettre de l'ordre dans sa tête, le titre est très parlant, ultra lucide. Pourquoi ce titre? Alors oui, ce titre-là, je l'ai trouvé un petit peu en écrivant, hein, c'est ce que je me suis dit. Qu'est-ce qui est nécessaire pour pratiquer du cyclisme de longue distance? En fait, il faut avoir pour réussir hein, et pour arriver dans les délais pour une diagonale ou dans les délais aussi pour Paris-Brest-Paris. Et puis dans ces délais à soi hein, que l'on définit chacun, il faut une grande lucidité, hein. Cette lucidité est nécessaire pour appréhender les nouveaux paysages, mais surtout les difficultés rencontrées, hein. Ça peut être des difficultés de la nuit, la fatigue, l'improvisation, le délai qui nous échappe, etc. On est constamment en train de prendre des décisions, même quand on dort, je pense qu'on est, on réfléchit à la diagonale. Et là, ça, c'est un impératif qu'il faut cultiver et cette lucidité, il faut la faire progresser au fur et à mesure. C'est peut-être l'expérience, quoi. Hein, voilà. Donc, ultra lucide, ça veut dire lucide dans le contexte de l'ultra longue distance. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est pas de l'ultra lucidité où je vois plus que les autres. Voilà, je suis tout simplement lucide dans ma pratique. Voilà, voilà, c'est ça. C'est plus comme ça que je le définis en fait. Merci. Voilà. Alors, ton livre est dense et riche, tu l'indiquais avant, plus de 400 pages et le lecteur y trouvera de nombreux conseils pour la longue distance. J'aimerais, pour ma part, que tu développes ta première approche sur les quintes. Qu'entends-tu par ces quintes? Ah ben là d'abord, j'espère bien que ce sera breveté, hein. C'est une définition que j'ai mis sur la table. Qui m'est venu, je ne sais même plus quand, hein. Un éclair de génie, certainement, Marc, hein. Voilà. Donc, j'essaie pour tous ceux qui vont débuter le vélo, la longue distance, j'essaie de leur donner des clés pour essayer de voir s'ils vont être dans le contexte de la longue distance et de l'ultra, ou alors plutôt dans un contexte de vélo tranquille, entre guillemets. Voilà. Est-ce que faire 100, 150 km, 200 km, 300 km, c'est de la longue distance? Personne ne sait, en fait, hein. Pour certains, c'est bon, 100 km, c'est déjà de la longue distance. Voilà, bon, après, moi, j'essaie de
de rationaliser ça et je parle notamment des quintes horaires. Moi, je parle pas en kilomètres, je parle en heures passées sur le terrain. Donc, ce sont les heures passées, en fait, qui vont provoquer des transformations sur le corps, bouleverser le mental. Ce sont les heures passées, pas les kilomètres. Les kilomètres peuvent varier et puis c'est très personnel. Mais en gros, on a des quintes horaires. Je définis, et c'est dans le livre, hein, je définis des quintes horaires, c'est-à-dire des tranches par 5 heures de pratique ininterrompue ou continue pour définir à partir de quel moment on est en longue distance. Donc, est-ce que c'est 5 heures, est-ce que c'est 10 heures, est-ce que c'est 15 heures par tranche de 24 heures pour une journée. Voilà. Donc là, effectivement, je parle de tout ça et tout le monde peut s'y retrouver, hein, et on peut tout de suite, en analysant une pratique, celle, pas la sienne, hein, celle des autres, dire, ah ben lui, il fait de l'ultra et lui, il n'en fait pas. Voilà, c'est un petit peu ça. Et c'est assez simple, c'est rigolo. Mhm. Et voilà, et je définis bien donc toutes les teintes, hein, les quintes, pardon, c'est comme en musique, hein. Il y a les quintes musicales, voilà, et je parle même de quintes augmentées, de quintes diminuées, etc. C'est très musical, voilà. J'espère que ça plaira. Je sais que ça déjà que ça plaît. En tous On en les a déjà cas, parlé. moi, ça Voilà. m'a plu, j'ai bien aimé. Tu Ouais, comprends effectivement, et tu le dis à un moment que faire deux quintes, qu'on va dire à peu près 200 kilomètres, c'est accessible à tout le monde. ouais. Une troisième quinte, là, tu rentres dans autre chose, et franchement, j'ai bien aimé cette approche. Une autre approche qui était très personnelle, hein, quand je lis dans ce livre et que tu développes beaucoup, c'est le bivouac. Comment tu es passé au bivouac? Quels en sont pour toi les avantages? Et peut-être trois conseils à donner à qui aimerait commencer à bivouaquer. Oui, alors le bivouac, ben moi, c'est une des clés de la réussite en diagonale, hein, et puis dans l'ultra, puis j'allais dire en randonnée. Enfin, voilà, cette possibilité de dormir entre guillemets sous les étoiles, hein, c'est pas forcément dormir sous les étoiles, c'est trouver un endroit safe et sûr où on va pouvoir ben, se reposer quelques heures en sécurité. Et donc ça, c'est ce que j'appelle le bivouac assimilé, même, hein, nuit à la belle étoile assimilée, en fait. Ben là, il y a quand même une lucidité à avoir, voilà, pour reprendre le mot, et une discipline à avoir. Et si on a cette discipline, ben, on en ressort vainqueur, hein, bien évidemment, puisque on va gagner du temps de sommeil, on va gagner accessoirement de l'argent même. On va gagner de la liberté, on va gagner une souplesse sur ben, les lieux d'arrivée, on va gagner sur le stress, hein, bien évidemment, puisque les personnes qui font des diagonales, bon, souvent vont à l'hôtel, mais il y a un stress lié au fait d'utiliser cette technique hôtelière au quotidien. Pour l'avoir vécu, hein, puisque j'ai vécu un petit peu les deux, j'ai été aussi avec des compagnons de route qui ne dormaient pas à la belle étoile. Et j'ai mesuré à quel point, c'était presque, j'en étais sidéré, à quel point on pouvait être stressé par cette arrivée à l'hôtel le soir. Donc voilà, le bivouac, c'est la grande liberté, hein, c'est originel, hein, c'est le chasseur-cueilleur ben, qui dort un petit peu sous un arbre, voilà, et qui n'a pas, il ne rend de compte à personne, hein, et puis il a cette liberté de se reposer quand il veut aussi, hein. Parce que quelquefois, on n'est pas fatigué à minuit, hein, ou à 11 heures du soir, ou pas fatigué à 4 heures du matin. Ça dépend. L'hôtellerie vous impose votre fatigue, impose les horaires. Alors, on est déjà dans quelque chose d'horaire, hein, par le délai. On est déjà sur une contrainte temporelle et on se crée de nouvelles contraintes temporelles dans le système. Et ça, moi, j'ai connu des diagonalistes qui ont abandonné pour des histoires d'hôtel. C'est-à-dire, c'est pas j'ai mal au genou ou j'ai mal quelque part, c'est ben non, je gère pas mon hôtel. Et on voit sur Paris-Brest ceux qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas fait de diagonale, parce qu'il y a énormément de Paris-Brestards qui n'ont pas fait de diagonale, bien sûr, c'est la majorité, qui sont eux complètement désorientés parce que ils passent dans un autre monde, parce que le Paris-Brest-Paris impose le bivouac en fait. Il impose totalement le bivouac, on ne va pas à l'hôtel sur Paris-Brest-Paris, et on n'est pas tous bah, des Paris-Brestards qui vont finir en 48 heures, quoi, et qui vont faire 2 nuits non-stop et qui vont avoir cette capacité à ne pas dormir de nuit. Donc il va falloir dormir.
Et donc, si on n'a pas cette discipline, cette habitude aussi de bivouaquer, de, entre guillemets, se jeter dans un fossé, ben, on va avoir des problèmes. C'est pour ça que voilà, je mets une trentaine de pages là-dessus dans mon livre pour dire, bon, voilà ce que j'ai appris moi sur le bivouac et voilà, fort de mes 400 bivouacs, je sais pas combien j'ai, je les ai référencés, j'ai maintenant plus d'une année de bivouac, hein. J'ai retrouvé, j'ai trouvé ben, des automatismes qui sont gagnants. Et j'avoue même que quelquefois j'ai le choix de l'hôtel, mais je le prends même pas. Oh, je suis trop bien dehors. Alors, quel conseil tu peux donner pour bivouaquer confortablement, pour bien récupérer? Voilà, alors le conseil que je donne, c'est bivouaquer en gros, allez, pour faire simple, pour essayer, si on peut, si on est sur un parcours de 1000 kilomètres, c'est d'essayer de bivouaquer entre minuit et en gros minuit et demi et 5 heures du matin. Voilà. Il faut que le creux de la nuit, là où on n'est pas opérationnel au niveau des sens, hein, ça c'est clair, et puis on est déjà fatigué, il faut dormir. Voilà, ça, le secret de la réussite, même sur Paris-Brest-Paris, alors qu'on est sur trois, voire quatre quintes horaires, on est plutôt sur quatre quintes horaires, c'est le sommeil. C'est le sommeil, c'est pas l'alimentation, c'est le sommeil qui tue en longue distance, hein. Voilà, c'est lui qui fait faire toutes les erreurs, qui va vous emmener à prendre de mauvaises décisions, qui va vous pousser à abandonner, même qui va vous faire croire que vous êtes fatigué alors que vous l'êtes pas forcément. C'est pour ça que dormir, ça, c'est très important. Et il faut dormir au creux de la nuit. Il faut pas dormir à 4 heures du matin jusqu'à 7 heures, de 4 à 7 heures. C'est là où, où vraiment le corps va récupérer. On n'a pas à errer dans la nuit à 2 heures du matin. On n'a rien à faire à 2 heures du matin sur la route, quoi. Donc il faut dormir là. La deuxième chose, c'est que, ça c'est pour les horaires, mais la deuxième chose, ce serait surtout sur la sécurité. Il faut impérativement que le bivouac soit furtif. C'est-à-dire que personne ne sait où bivouaquer. Ça tombe bien, à minuit, il n'y a plus grand monde dans les rues. Hein, voilà. Et on va éviter les rues, on va essayer d'éviter les villages, on va essayer d'éviter les hommes. Voilà. Ça, c'est un petit peu triste à dire, mais le plus grand ennemi de quelqu'un qui fait de la longue distance, c'est lui-même, bien évidemment, mais c'est surtout les autres. Les gens qui, à minuit ou à 1 heure du matin, sont encore dans les rues, hein. C'est là où le danger est total. Donc, on va éviter à minuit. À minuit, il n'y a plus grand monde. Et à 5 heures du matin, en fait, il y aura plus grand monde non plus. Et puis, les gens de 5 heures sont gentils. 5 heures du matin, l'humanité est gentille, à minuit, elle est méchante. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Donc voilà. Et puis jamais dire où on va bivouaquer. Et puis on peut bivouaquer dans un village, hein. Bon, je, je, je donne un peu des scoops sur mon livre, mais on peut bivouaquer là où il y a des maisons. Bien sûr, quand il pleut ou des choses comme ça, il faut s'abriter sous une soupente ou des choses comme ça. Mais il faut impérativement que jamais personne voit où vous allez dormir. Parce que vous n'allez pas les voir arriver dans la nuit, quoi. Voilà, s'il y a une bande de jeunes qui s'amusent, bon, on a des collègues diagonalistes qui se sont fait voler les vélos à minuit ou à 1 heure du matin parce qu'ils dormaient sur un banc, voilà, en pleine rue. Il faut jamais le faire, ça. Ou dormir dans un lavomatique. Il faut jamais le faire, ça. Avec la lumière allumée. Le lavomatique complètement éclairé, quoi. Ça me paraît totalement improbable, mais on a des copains là qui font ça, quoi. Moi, je les mets toujours en garde et il faut pas qu'il vous arrive quelque chose, quoi. Voilà. Donc la sécurité, ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Voilà. Ok. Le camping, c'est pas du bivouac, c'est du bruit, c'est etc. Et puis, alors, bon, ben, pour faire un bon bivouac, il faut être nettoyé. Donc, il va falloir, avant de bivouaquer, avec un gant de toilette, moi, c'est ce que je fais, se nettoyer, parce qu'on dort bien quand on est propre. Et ça prend du temps. Ça peut prendre 20 minutes, mais c'est presque un acte qui vous met dans le bivouac. Vous êtes tout propre et vous êtes prêt au bivouac. Ça, c'est magnifique. Mhm. Donc, moi, j'ai toujours mon petit gant de toilette. Après, on apprend à gérer le froid, etc. Et on peut se rincer avec quasiment un demi-bidon, hein. Voilà.
C'est une technique, hein. Mais voilà. Mais il faut tester ça, hein. C'est ce que je recommande à ceux qui font pas de bivouac. Tester ça. J'ai beaucoup de bons retours là-dessus. Voilà. Encore une question qui, moi, m'a intrigué, c'est ton rapport à l'abandon. Tu en parles pas mal de l'abandon et j'aime bien comment tu l'abordes. Que peux-tu en dire? Là, il y a plusieurs choses, hein. D'abord, l'abandon, c'est normal, hein. Si on prend les grands montagnards pour faire des comparaisons, quand on veut arriver en haut d'une montagne, souvent on abandonne 3 fois avant d'arriver à la quatrième, hein. Il y a la météo, il y a des tas de choses. Bon, nous, on a des ratios de réussite quand même qui sont plus conséquents, heureusement d'ailleurs, mais on a le droit d'abandonner, hein. J'ai abandonné, moi, des diagonales pour des raisons, sans raison, j'allais dire. C'est-à-dire que je m'ennuie. On a le droit à l'ennui. Le droit à l'ennui sur un raid, à un moment, ben, on s'aperçoit que c'est pas le moment. L'océan ne veut pas de moi, en fait. Donc là, on peut abandonner. Et après, oui, après, je parle un peu des raisons, justement, qui poussent à l'abandon. Souvent, ben, les collègues qui abandonnent, hein, vous donnent des raisons très médiatiques de leur abandon. Et en fait, ils ne veulent pas divulguer ou alors ils n'ont pas vraiment analysé pourquoi ils abandonnent. Il faut toujours analyser pourquoi on abandonne. C'est pas très médiatique, hein. Quelquefois, c'est de sa faute, tout simplement. Voilà, parce qu'on a fait des mauvais choix, parce qu'on n'a pas été lucide. Donc, ça, on n'ose pas le dire. Donc, on invente une version un peu médiatique, voilà, de l'abandon. Ben, moi, quand j'écoute ces versions-là, je souris, quoi. Je sais que en fait, c'est peut-être pas forcément ça. Je veux bien le croire, mais bon, c'est peut-être autre chose. Hein, on avait des choses dans la tête. Il faut partir. C'est vrai, quand on fait de l'ultra et tout, il faut partir bien dans sa tête quand même, hein. Faut pas avoir de soucis, j'allais dire, pas de problème, mais des soucis. Et il faut, parce que ces soucis, on va les emmener avec soi et c'est pas très bon, quoi. Voilà. Et puis après, faire une belle analyse, hein, un petit peu comme on démonte le moteur d'une Formule 1 qui a explosé. On va essayer de savoir pourquoi ça s'est mal passé et proposer. C'est un peu le rôle du compte-rendu de diagonale. Alors, ce compte-rendu diagonal est obligatoire, hein, pour citer les diagonales de France, parce que j'en parle beaucoup, où on dit, bon, ben, dites-nous ce qui s'est passé, en gros, faites-nous rêver un peu, etc. Mais très peu font des rapports d'abandon circonstanciés. C'est-à-dire qu'il y a un rapport d'abandon, théoriquement, qui doit être fait, où on analyse pourquoi on a abandonné. Et moi, j'ai des amis quand ils abandonnent, ben, ils écrivent 20 pages dessus. Et ça, c'est intéressant. Et ça, c'est très intéressant sur l'abandon, sur la façon dont ils abandonnent. Et ça fait progresser, ben, j'allais dire, un petit peu tout le monde. Et puis, ça les fait surtout progresser eux. Voilà. Hmm. Et puis, on donne la vérité. La vérité, bon, après, s'il y a des choses à cacher, on ne va pas en parler. Mais l'abandon, Hmm. c'est plein de choses, hein. On s'est mal débrouillé pour traverser des villes, on a attendu trop là, etc. Mais voilà, il y a toujours les deux versions. Il y a la médiatique et la non médiatique. Il faut les mettre en Hmm. parallèle, comme ça, les regarder et dire, bon, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Hmm. Voilà. Et, voilà. Et puis après, on est d'autant plus fort, hein. On est d'autant plus Ça, fort. ça permet de s'améliorer, effectivement. On va pas en dire plus. En tout cas, merci pour ces différents éléments et on va laisser au lecteur le soin de découvrir la totalité de tes écrits. Comment on peut se le procurer, Ultra Lucide? Alors, bon, comme on est en France, c'est compliqué, hein. Vous savez, les éditeurs, il faut connaître du monde, hein, peut-être, ou quelqu'un par hasard élu votre livre, voilà. Bon, moi j'ai essayé, j'ai tenté un peu le monde de l'édition, c'est compliqué, hein, surtout qu'actuellement on travaille en numérique, donc vous envoyez des PDF et puis il n'y a jamais rien qui revient. En gros, c'est un petit peu compliqué. Si on vous répond pas, c'est que vous n'avez pas été choisi. Bon, ben moi je vais passer en auto-édition par une plateforme bon, américaine qui s'appelle Amazon où là, rien n'est compliqué, on fait soi-même son livre, on le construit et puis il est mis en ligne donc sur Amazon. Donc sur Amazon, moi j'ai mis une version couleur, hein, voilà, il y a deux versions. Il y a une version ultra lucide en couleur
de 440 pages. Là, il suffit de taper mon nom, prénom et puis le livre. Et j'ai mis, alors pour un petit peu moins cher, parce que la couleur, finalement, ça coûte un petit peu plus cher, j'ai mis aussi une version en noir et blanc. Voilà. Qui permet, pour ceux qui ont un petit peu moins de moyens, d'acheter le livre. Voilà. Donc, sur Amazon. La différence, c'est pour les photos qu'on retrouve surtout à la fin, hein, c'est ça? Voilà, c'est sûr. Mais voilà, voilà, il y a des photos à la fin, il y en a un peu à l'intérieur aussi de temps en temps. Mhm. Voilà, donc là, j'ai baissé les coûts. Pour ceux qui veulent le texte, c'est vrai que c'est quand même le plus important. Et puis, c'est peut-être du noir et blanc, c'est pas, voilà. Donc, il y a les deux. Donc, sur la page Amazon, il y aura, alors, s'il apparaissent pas les deux livres, il faut taper sur la série Le Nuage de Frison, hein, parce que j'ai commencé une série, là, comme ça s'appelle Le Nuage de Frison. Et théoriquement, il y a les deux livres en vente avec les deux prix différents. Voilà. Quels sont les prix? Alors, le ultra lucide couleur, il est, je crois, à 22 euros, si mes souvenirs sont exacts, un peu plus de 22 euros. Et puis, on doit avoir à 15 euros le noir et blanc. Le D'accord. noir et blanc, il doit être à 15 euros à peu près. Ouais, ouais. Ok. Alors, voilà. Pour le Eh, moment, c'est comme ça. eh Voilà. bien, en tout cas, moi j'ai eu connaissance de ton livre dans le Petit Diagonaliste, hein, donc le magazine qui relie les diagonalistes entre eux, et je suis bien content de l'avoir découvert. J'entends merci encore une fois d'avoir participé à ce podcast, d'avoir partagé l'écriture de ce livre. Je suis convaincu que ton retour et ce que tu écris sera précieux. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste au pluriel arobase gmail.com si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. Je tiens à vous remercier également pour tous vos commentaires que je reçois régulièrement et qui m'encouragent à poursuivre cette aventure du podcast Diagonaliste. Si vous Merci, souhaitez Marc. partager votre récit, dites-le moi également. Merci Bernard. Ben, je te remercie, c'est moi qui te remercie. Puis, merci à tout le monde. Ouais. À Au bientôt. revoir. Au revoir, à Merci. bientôt. Merci, Marc.